Donc, comme vous avez sans doute pu le lire dans la documentation, il y a plusieurs étapes dans ce labo. Il y a la partie du lundi, le premier lundi du mois, comme aujourd'hui, où on est plutôt sur ce qu'on a appelé le séminaire théorique. C'est-à-dire que c'est un moment où on va réfléchir ensemble et s'alimenter et alimenter notre cerveau. Là, c'est la première partie du premier lundi du mois. Entre deux lundis du mois, il y a une réunion qu'on a appelée la réunion de l'entre-deux, parce que c'est entre les deux lundis, donc si vous calculez, ça doit faire le troisième, si je ne me trompe pas, lundi de chaque mois. On sera en comité, en situation, en tout cas pas dans le théâtre, plus ce sera un moment où on reprendra ce qui aura été dit le premier lundi, soit sur le mode de s'expliquer les choses, de réagir, de se questionner, de reprendre un petit peu les différents moments, les différentes étapes du séminaire théorique et voir ce qu'on peut en faire aussi dans notre champ d'action quotidien, disons. Voilà. Et puis, il y a une autre étape qu'on a appelée le laboratoire de plateau, dont Nicolas parlera après. Et du coup, en disant ça, je me rends compte que je n'ai pas encore présenté les gens autour de la table, donc j'en profite pour le faire. Donc à ma droite, Miguel Benazaya, que certains d'entre vous connaissent. Il est venu déjà faire une conférence ici au Safran, donc philosophe, chercheur, et il intervient dans plusieurs lieux comme celui-ci, sur le terrain de la recherche à différents endroits, soit sur l'endroit du social, soit dans des labos universitaires, ou soit ici sur le champ de l'art et de la culture, puisque le titre du labo, c'est un laboratoire art et époque. Nicolas Salins, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est le metteur en scène de la compagnie Théâtre Inutile, qui est en résidence ici au Safran, dont vous avez vu, pour ceux qui fréquentent le lieu, les créations sur le plateau ou ailleurs que sur le plateau, d'ailleurs en cage escalier et autres. Cossier Fouille à sa droite, auteur, et coéquipier de Nicolas, co-inspirant. Voilà, et puis à ma gauche, Céline Roard, qui travaille au Safran et que vous avez vu aussi à l'accueil. Et Agnès Ouard, directrice du Safran. Oui, voilà. Et donc sur les labos, il y a une partie des labos qui auront lieu une fois par trimestre qui s'appellent les laboratoires de plateau, qui seront orchestrés par Nicolas Salins. Et à l'issue de ce laboratoire de plateau, il y aura à nouveau un rendez-vous public pour que tout le monde puisse voir un peu les résultats de ces expérimentations artistiques. Résultat expérience. Expérience, voilà. Je te donne la parole après pour les présenter plus en détail. Et donc vous avez, dans ce document que je pense vous avez peut-être déjà, mais si vous ne l'avez pas, à la fin, il y a quelque chose qui paraît-il est utile pour beaucoup de gens, majoritairement. Il y a tout le détail des dates. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez les contenus. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander à Céline à la sortie. Et voilà, on vous le donnera. Juste encore un petit détail technique, on vous a fait remplir une fiche d'inscription, donc ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça nous aide aussi pour garder le contact, pour vous envoyer les informations par mail ou par écrit. Et puis il y a des questions comment on appelle ça, d'autorisation à l'image, puisqu'il y a des gens parmi nous qui vont prendre des photos, il y a la caméra qui filme aussi, bon là... A priori, elle est plutôt dirigée vers là, donc vous êtes à l'abri de l'image, mais ça pourrait arriver qu'elle se retourne. Donc voilà, c'est plus des questions administratives. J'espère que cette chose ne vous blesse pas. En tout cas, c'est pas fait pour ça. C'est plus pour nous aider, nous, dans la compréhension aussi de qui vous êtes et pouvoir vous interpeller pour la suite. Et je crois que j'ai dit toutes les questions pratiques, donc je vais donner la parole à Nicolas pour le labo de plateau, et puis ensuite à Miguel. Le blog, non ? Le blog. Bon, vas-y, le blog. Non ? Il y a un blog aussi qui va se mettre en place, qui va permettre aussi de garder des traces et de pouvoir faire un fil conducteur de cette expérience. Pour le labo plateau, on va se retrouver l'idée, c'est au fur et à mesure des séminaires de se nourrir un petit peu de cette pensée-là et de voir comment, d'une manière ou d'une autre, avec des éléments au plateau, on va pouvoir voir des formes émerger et refléter un peu les réflexions qu'on met en place. L'idée aussi du labo plateau, c'est de pouvoir le partager sur une forme qui aboutit au public et que éventuellement d'autres personnes puissent aussi présenter des choses sur ce mode-là.
je ne sais pas si la saison passée, vous avez pu partager ce moment qui s'appelait chantier public. Ça sera à peu près du même ordre. À ceci près, c'est qu'ici, là, on invite les gens à venir se mettre un petit peu dans les rails de cette recherche. Voilà. Après, si de plus en plus explications, on pourra y revenir, vous pouvez prendre contact, et pour ceux qui s'intéressent de s'expérimenter au plateau en ce qui concerne les formes et qu'est-ce qu'on peut fabriquer, voilà, mettre en expérience, voilà, on pourra en discuter par la suite. Tu oublies quelque chose, Miguel? Je ne sais pas, non. Voilà, donc Miguel va commencer à intervenir. Vous pouvez aussi réagir. Enfin, il va vous dire tout ça, en fait. Bon, bonjour. Au fait, c'est que avec notre équipe ici, nous allons tenter de commencer aujourd'hui et vraiment dès lors d'un pari. Je vais essayer de vous expliquer le pari, comment travailler aussi et vers où on souhaite aller. Alors, au fait, pour commencer comme ça, il s'agit un tout petit peu de créer dans des lieux où il y a une certaine activité ou culturelle ou artistique, des lieux de réflexion, de production des savoirs, de production des formes liées à notre époque. Pourquoi ça? Bien, moi je travaille, pour vous donner une idée, je dirige par exemple un laboratoire de biologie fondamentale dans l'université de Quilmes en Argentine. Et je travaille aussi en tant que psy dans tout ce qui est, pas seulement la clinique, mais la recherche, un peu dans ce qu'on appelle les nouvelles souffrances contemporaines. J'interviens depuis très longtemps au Conservatoire national d'art dramatique. Et alors, du coup, on dit, quoi, c'est un mec qui a besoin de payer les crédits de son appartement, donc il bosse où il peut, quoi, au fait. Et au fait, non, au fait, c'est déjà payé. Et au fait, il s'avère que, de par mon expérience et par ma formation, je constatais petit à petit que ce dont il était question, par exemple dans les laboratoires fondamentalement de biologie moléculaire que je dirige, comme dans mes activités plus engagées, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est dans un engagement depuis très très longtemps, politique, social, comme ce dont il était question dans l'art, comme ce dont il est question dans la vie quotidienne, etc., je trouvais toujours les mêmes questions sous des formes différentes. C'est-à-dire que ceci est un des axes centraux des hypothèses sur lesquelles nous allons travailler. C'est l'hypothèse d'après laquelle, au fait, existe quelque chose qu'on appelle une époque, qui est comme une bête vivante qu'on appelle une époque, qui n'est pas, une époque n'est pas quelque chose qui existe entre deux dates, n'est-ce pas? Mais au contraire, les dates, on les met après. Une époque, elle est toujours marquée par une série de questions, des défis, des dangers qui unifient ses habitants, ses contemporains, non? Donc, dans une même époque, l'hypothèse est que dans une même époque, les questions et les défis centraux pour l'époque se manifestent, se déclinent sous des formes tout à fait différentes dans les différentes activités des contemporains. Alors, l'idée, c'est un tout petit peu de se dire, bon, on va voir qu'est-ce qui se passe du côté de l'art, qu'est-ce qui se passe du côté de l'art vivant, hein, qu'est-ce qui se passe du côté du théâtre, de la chorégraphie, du lieu dans lequel effectivement on travaille avec des formes. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut comprendre notre époque? Quels sont les grands enjeux? Quels sont les grands défis? Qu'est-ce qui unifie? Qu'est-ce qui fait socle commun dans cette époque historique qui est la nôtre? Essayer de la comprendre. Et effectivement, dans les théâtres,
Nous n'avons pas les mêmes instruments de recherche et de travail que dans un labo, hein, mais on a la même méthode, c'est-à-dire que ce que nous allons essayer petit à petit de comprendre, de développer ensemble ici théoriquement par rapport à ce qu'on appelle une époque, eh bien, on va l'expérimenter à travers la scène, à travers des formes scéniques. L'expérimenter, ça ne veut pas dire qu'on va chercher à illustrer. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va, par rapport à quelque chose qu'on parlerait d'une façon plus ou moins rationnelle, conceptuelle, et tout à coup, donc on va faire des petites images pour illustrer la chose. Non, l'hypothèse est que chaque dimension des activités humaines a sa propre forme d'explorer, de développer de nouveaux possibles, de pointer les axes de l'époque à sa façon. Alors, l'idée, c'est d'essayer de créer une sorte de synergie, comme on dit, dans laquelle on puisse penser ensemble, mais à la fois que cette pensée soit accompagnée par une pensée des corps, par une pensée des formes théâtrales. Le mode de travail est un mode... Aujourd'hui, je vais présenter un tout petit peu ça, c'est-à-dire comment on va travailler, etc. Et un premier point pour fixer à quoi on appelle aujourd'hui, disons, les 2-3 axes qui structurent notre époque. Le mode de travail est un mode de travail qui demande effectivement la participation des gens qui le souhaitent, hein, mais qui a besoin d'un minimum de participation pour pouvoir fonctionner. Pourquoi ? Parce que nous partons quand même d'un constat, le constat que la complexité de l'époque est telle que les gens sont de plus en plus dans une sorte d'impuissance douloureuse, avec nouveaux types de souffrances comme ça, qui nous éloignent de plus en plus du monde et de notre vie. Nos contemporains, nous sommes tous en permanence dans un mode de fonctionnement que, en philosophie, Spinoza appelait ça les affects passifs, c'est-à-dire qu'on pâtit l'époque. On pâtit l'époque. Il y a des changements, il y a des dangers, il y a des crises, il y a le chômage, il y a des épidémies, et nous, on apprend ça par les masses médias, mais dans une sorte de distance. Il y a nous, en tant qu'individus isolés, sérialisés, et un truc qu'on appelle le monde, comme ça, qui nous arrive de l'extérieur. Mais ce qui nous arrive de l'extérieur n'arrête pas de nous informer de façon fataliste de ce qui va nous arriver. Et ceci crée une sorte de cercle vicieux où, paradoxalement, plus on est informé, plus on est dans l'impuissance. C'est paradoxal parce qu'en principe, nous sortons de toute une époque, et ça reste en partie vrai, bien entendu, dans laquelle on pensait qu'un homme, une femme, un citoyen, comme on aime dire, informé, était un citoyen libéré, ou qui pouvait s'émanciper, ou qui pouvait agir avec une puissance supérieure de son action qui lui donnait l'information. Or, nous constatons qu'au contraire, que ce qui est en train de se passer, il y a un tournant en Occident et dans la périphérie de l'Occident. Par exemple, dans pas mal de pays de l'Amérique latine, c'est comme ça, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, au Chili, c'est comme ça. En Bolivie, au Pérou, c'est différent, vous voyez, c'est-à-dire que c'est avec des dégradés et ce n'est pas un mouvement comme ça global. Mais dans les pays dits centraux, dont la France, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, l'information que nous avons sur le monde, l'information que nous avons sur ce qui arrive, est un des facteurs paradoxaux donc d'impuissance. C'est-à-dire qu'on est informé du désastre. D'un point de vue, c'est une petite parenthèse, mais d'un point de vue psychanalytique, même, on pourrait même y compris soupçonner une certaine jouissance des fins du monde, vous voyez, c'est-à-dire on pourrait soupçonner pas seulement que
le gentil citoyen face à l'information de la catastrophe est accablé. Malheureusement, il existe une hypothèse un peu glauque, n'est-ce pas, mais assez réaliste, qui est quand même qu'il n'y a pas que de l'impuissance, il y a une certaine jouissance, n'est-ce pas, je ne vais pas dire plaisir, non, jouissance dans le sens analytique, hein. Une certaine jouissance des fins d'époque, vous voyez, c'est-à-dire fin de règne, apocalypse, après tout, vous voyez, être les derniers hommes et les dernières femmes, ça a de la gueule, vous voyez, c'est-à-dire, faute d'avoir été les premiers, on sera les derniers, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là qui se noue d'une façon assez costaud, et qui détermine une réalimentation de l'impuissance et de cette sensation d'impuissance. Non? Et une des raisons, alors là, non analytiques, mais disons anthropologiques, effectivement, est l'effet de que, si bien toute société a possédé des techniques et des savoirs, et dans presque toutes les sociétés, il y a eu des divisions du travail, c'est-à-dire que pas tout le monde était au courant de toutes les techniques. Les chasseurs n'étaient pas au courant des techniques du chaman, et les chamans n'étaient pas un guerrier, bon, etc. Il y a toujours eu des divisions du travail. Par rapport aux techniques, notre société est une société qui a un rapport très particulier à la technique, car la technique, à l'instar de l'économie, mais on met l'économie dans la technique d'un point de vue anthropologique, est une société dans laquelle l'économie et la technique se sont émancipées par rapport à ces soustrats, ces soubassements qui est la vie, n'est-ce pas? Et effectivement, nous assistons à une sorte d'émergence d'un autre de l'homme, mais un autre de la vie, qui fonctionne en autonomie. Bien entendu qu'elle fonctionne en autonomie en puissant la puissance des hommes, des femmes et des vivants, mais détermine des stratégies propres, vous voyez? C'est-à-dire, quand on voit la macroéconomie, si on regarde un peu comme ça, là c'est une très très vague introduction d'où on part, hein. Quand on regarde la macroéconomie, nous serions presque tentés de conclure que notre monde occidental est retombé, ça c'est une façon stupide de parler, est revenu ou a choisi à nouveau une cosmogonie animiste. Hein? Quoi? C'est comme... Les termes. Non, mais je vais expliquer. Sinon, après, on parle tous les deux. tu les déranges. Tu vas réexpliquer après. Ah, elle veut que je dise que je vais lui expliquer après. S'il y en a, je vais alors, bien partager, il n'y a pas de problème. Je vais dire. Et pourquoi je dis ça? Pour inquiéter Agnès. Mais mis à part ça, les rapports que l'homme occidental, l'homme postmoderne, les rapports que l'homme postmoderne a avec ces macro-organismes, ces stratégies comme ça qui s'autonomisent, comme l'économie, la technique, est un rapport que nous, d'un point de vue anthropologique, on dit quasi-animiste. Pourquoi? Parce que l'animisme est une forme d'organisation sociale, de mythologie, des pratiques sociales aussi, dans laquelle les hommes sont face à des divinités qui décident de leur côté ce qu'elles font. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme contemporain se trouve face à des réalités et des processus qui pas seulement lui échappent, mais par rapport auxquels il n'a pas prise, mais il subit les conséquences. Vous savez, par exemple, par rapport à l'économie, il n'y a que seulement les gens qui ne connaissent rien du tout d'économie qui pensent que l'économie peut être orientée, par exemple, ou polarisée. Hein? Quand on voit, par exemple, les réunions de Davos, là où se réunissent les grands de ce monde, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, étant donné les désordres et la dérégulation globale, on va droit dans le mur. Sauf que, combien même parmi ces grands-là, il y aurait quelqu'un qui a envie de
éviter les désastres, tout ce qu'il fera, c'est il sera exclu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une sorte d'autonomie qui a pris la macroéconomie, qui bénéficie des gens qui la défendent, qui sont absolument pour. Mais la défendre, en bénéficier et être pour, ne signifie pas la maîtriser. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces forces face auxquelles l'homme contemporain se sent impuissant sont des forces qui, à proprement parler, fonctionnent comme des volontés autonomes, que tout en se servant des hommes et des femmes qui la défendent, qui en bénéficient, qui vont même donner la vie pour, n'est-ce pas? Eh bien, quand même, ce qui n'est pas possible, c'est l'orienter par la volonté, disons, démocratique. Avec la technique, dans le sens donc non économique, voilà, pareil, c'est un autre foyer d'impuissance. Vous savez, dans la recherche technico-scientifique, à vrai dire, c'est de plus en plus technique et moins scientifique, quoi. Dans la recherche technologique, les choses se passent dans une sorte de feedback, question-réponse permanente, dans lesquelles le technicien répond à des problèmes immédiats qui les posent son objet. Mettons un exemple. Le type qui travaille dans l'imagerie médicale, lui, il travaille à un niveau comme ça, de perfection, de technicité terrible. Il est en train de voir comment est-ce qu'on peut avancer dans l'imagerie médicale. Ils ont des réussites qui ont changé absolument notre conception médicale et biologique en 30 ans. Cet homme-là travaille par rapport à des problèmes qui posent l'imagerie médicale. Mais l'imagerie médicale, l'air de rien, et sans que personne le veuille, produit par exemple des pratiques eugénistes dans notre monde. Pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, grâce à l'imagerie médicale, nous pouvons procéder à des examens prénatals de plus en plus poussés qui, dans les pays centraux encore, déterminent des pratiques eugénistes, c'est-à-dire qu'on peut empêcher de naître, donc eugéniste dans le sens qu'on sculpte, non, qu'on limite l'humanité. Non, on dit on peut éviter que naissent, bon ça depuis longtemps, les Mongoliens, mais on peut éviter qu'ils naissent certaines malformées, on peut éviter que naissent les nains. Les mecs qui travaillent dans l'imagerie médicale, lui, il n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il ne veut pas. Lui, il travaille dans l'imagerie médicale. Mais la technique, comme l'économie, deviennent ainsi des foyers des valeurs moraux, des valeurs sociaux, non maîtrisés par aucun forum démocratique ou un dialogue. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Grèce depuis quand même quelques temps. Hein. C'est-à-dire, jusqu'hier, tu es un grec, tu vas à ton boulot, tu travailles, voilà. Depuis aujourd'hui, tout à coup, il arrive quelque chose dans ces dieux de l'Olympe capricieux qui sont la macroéconomie, et tout est là. Les ateliers sont là, les usines sont là, les collèges sont là, les hôpitaux sont là, les bus sont là, mais plus rien ne fonctionne parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne peut pas réguler, qui est cette sorte de volonté autonomisée de la macroéconomie. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que depuis très longtemps, dans le monde occidental et ailleurs aussi, et en France en particulier, la pensée des dirigeants est une pensée d'une sorte de renoncement démocratique. Vous pouvez voir par exemple des gens de gauche, des gens très très bien, comme Edgar Morin, Jean Petitot, Michel Rocard, ceux qui sont formés il y a quelque temps, les groupes de 10 par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent ces groupes-là? Ces groupes-là, ils disent, bon, il faut arrêter de rigoler, la complexité technico-économique du monde est telle qu'on ne peut plus se permettre de continuer à jouer à la politique démocratique pour résoudre ces problèmes-là. Et alors ils disent,
et ça a un écho très très fort ailleurs, je parle d'eux parce que c'est en France, les plus connus. Ils disent, dorénavant, les vraies questions des sociétés, l'injustice, la démographie, la médecine, tout, la distribution, tout, doit être traité par des scientifiques. Vous voyez? C'est-à-dire que, les autres politiciens, ils ne disent pas ça, mais ils le font. C'est-à-dire, effectivement, occupés à gagner les élections, se maintenir au pouvoir, etc., petit à petit, par rapport aux vraies questions gravissimes de notre temps, ils choisissent, comme ils peuvent, des conseillers techniques, n'est-ce pas, qui sont ceux qui vont s'occuper de, pas la cour des récrés dans laquelle on croit choisir, mais vraiment des choses sérieuses. Vous voyez? Cette tendance historique affirmée depuis déjà un bon bout de temps est une tendance qui, une fois encore, paraît carrément entériner l'impuissance. De dire, effectivement, les individus, chacun chez soi, devant ses postes de télé, devant ses ordinateurs, etc., sont, pareil comme si on dirait, vous imaginez, je vous parle d'Edgar Morin, de Michel Rocard, Jean Petitot, d'autres, je vous parle des gens qui ne sont pas du tout soupçonnables de tendances droitières ou élitistes, non? Mais simplement, ils entérinent le fait de que les citoyens, les citoyens, il vaut bien quand même que quelqu'un d'adulte, vous voyez, quelqu'un de capable, l'oriente, parce que les citoyens tout seuls ne peuvent pas. Cette tendance-là, effectivement, est une tendance qui, malheureusement, dans la pratique, se confirme. C'est-à-dire quand moi j'ai discuté beaucoup, par exemple, avec des gens que vous connaissez peut-être comme Isabelle Stengers ou d'autres gens comme ça, des chercheurs donc, qui, par rapport à cette complexité du monde, disent pour que les citoyens, pour que les gens, nos contemporains, sortent de l'impuissance, ce qu'il faut, c'est faire des universités populaires, des conférences publiques, des divulgations, des vulgarisations. Il faut vulgariser la pensée. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous avez, par exemple, quand les choses sont bien faites, je veux dire, vous avez, par exemple, un problème d'une contamination dans un quartier donné. Vous arrivez, les chercheurs, la personne comme ça, de bonne volonté, qui veut vulgariser la science, expliquer aux citoyens les choses, arrive dans ces quartiers-là, et il fait une conférence, deux conférences, tout ce que vous voulez, en expliquant, par exemple, les nanotechnologies, ou chez nous, en Amérique latine, les OGM, vous voyez. Oui, mais le problème que nous voyons là-dessus, c'est que si le lendemain arrive un monsieur qui travaille pour Monsanto, non, je parle de chez nous, en Amérique latine, il arrive un monsieur qui travaille pour Monsanto, et il explique au même public, d'une façon très gentille, que pas seulement il n'y a aucun danger, mais que, qui plus est, ce qu'ils sont en train de faire, c'est donner les moyens d'alimenter toute la planète, eh bien, le public, il est condamné ni plus ni moins qu'un régime de croyance. Vous voyez? C'est-à-dire que soit il croit la première conférence, soit il croit la deuxième. Mais il n'a pas, et pour cause, les moyens, lui, d'expérimenter pour dire, oui, après 20 ans d'expérience en biologie moléculaire, je vous dis, les OGM sont ci ou ça. Pire encore, dans les cas des OGM, eh bien, dans les cas des OGM, nous sommes qu'à des hypothèses, et effectivement, les chercheurs qui s'opposent aux OGM s'opposent pour un principe de prudence. C'est-à-dire qu'on n'a pas une preuve comme ça de dire, bon, vous savez, il y a quelque temps, il y a eu tout un scandale parce qu'il y a un chercheur qui a publié d'une façon un peu spectaculaire des résultats sur les OGM, etc. On l'a démoli parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui pour aujourd'hui, même les chercheurs ne savent pas si c'est si dangereux que ça ou pas, mais ils ont tout à fait raison, de mon point de vue, bien entendu, de dire, donc, comme on ne sait pas,
Et comme les gros capitalistes de l'agroalimentaire poussent à la roue pour produire, la seule position éthique, c'est de dire, bon, prudence, n'est-ce pas? Mais d'un point de vue scientifique, ils ne savent pas. Nous pouvons décliner comme ça un tas d'autres exemples, les nanotechnologies, la téléphonie mobile, etc. Bon, bref. Là où je veux en venir, c'est que si nous voulons comprendre un peu notre époque, la tâche paraît absolument impossible si nous prétendons comprendre dans le sens de maîtriser les syntaxes, les langues de chaque pratique particulière, vous voyez? C'est-à-dire comment faire pour que le citoyen qui va voter connaisse les nanotechnologies, les OGM, les problèmes démographiques, les problèmes liés au biopouvoir des populations. Vous voyez? Donc l'hypothèse est un dialogue amical mais quand même conflictuel avec les gens du groupe des 10 par exemple, et les gens qui soutiennent ce type d'hypothèse. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais ces groupes-là qui représentent aujourd'hui la pensée majoritaire, et la vérité c'est ça, qui dit le monde est trop complexe pour que des gens qui votent surtout passionnellement ou avec des fidélités historiques, je ne sais pas quoi, le comprennent. Non, ces gens-là sont en train de dire ce que Platon dit dans la République, hein, quand il dit la cité doit être gouvernée par des philosophes qui comprennent de quoi il s'agit, parce que les petits peuples ne peuvent pas comprendre. N'est-ce pas? Alors, ça, qui est quand même effectivement la tentation centrale, cette tentation centrale, elle est donnée par aussi, je vous répète, en général, sont des gens qui, loin d'être des droitiers horribles, sont des gens très inquiets pour le devenir du monde et les menaces, part d'un constat quand même aussi assez fort, mais quand même assez fort et assez moche, qui est le fait de que le fameux citoyen qu'on flatte tellement, il vote dans ce que, une fois encore, Spinoza, il appelle le premier genre de connaissance. C'est quoi le premier genre de connaissance? Le premier genre de connaissance, ça veut dire que je ne connais du monde que c'est par quoi je suis affecté passivement. Alors, traduction, non? Ça veut dire, par exemple, je me promène à midi à Marseille sans chapeau, non, en été. Et je conclus, le soleil, il est très méchant. Parce qu'il m'a fait une insolation, je me suis brûlé. Et quelqu'un d'autre se promène une après-midi où par miracle il y a un peu de soleil à Bruxelles et il dit le soleil est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il m'a réchauffé un tout petit peu. Ça c'est le premier genre de connaissance, c'est-à-dire je ne connais rien du soleil, je ne connais rien des réactions de ma peau avec le soleil, etc., etc. Tout ce que je sais, c'est que moi passivement j'étais malmené par le soleil ou que passivement j'étais bien mené par le soleil. Ces modes de connaissance du monde, qui est une mode de non-connaissance du monde, on peut aussi les voir par exemple à niveau individuel. Quand quelqu'un vous dit « Marie est très gentille ». Alors pourquoi Marie est très gentille? Marie est très gentille parce que tu sais, il me donne du chocolat. Bon, peut-être Marie c'est les bras droits d'Hitler, vous voyez, mais pour des raisons obscures, le don de chocolat à celui-là. Mais lui, il ne connaît rien. Lui, ce qu'il sait, c'est que passivement, vous voyez, c'est ça un affect passif. Un affect passif, c'est je juge seulement par rapport à comment je suis touché, affecté par cette autre entité, que ce soit le soleil, Marie, peu importe. Et quelqu'un d'autre va dire Marie, elle est très méchante parce qu'elle ne me dit pas bonjour. Aucun de deux a la moindre idée ni pourquoi Marie lui donne du chocolat, ni pourquoi Marie ne lui dit pas bonjour. Vous comprenez? C'est comme l'exemple du soleil. La politique qu'aujourd'hui les gens qui s'inquiètent de cette impuissance, qui essaient de comprendre comment sortir de l'impuissance, etc., la politique qui fait peur, c'est la politique dominante aujourd'hui, qui est une politique premier genre de connaissance. C'est-à-dire que je vais voter non pas
par rapport à un projet dans lequel j'ai dit, par rapport aux désastres écologiques, par rapport à l'injustice sociale, par rapport aux 25 000 Africains qui sont morts dans les côtes de la Méditerranée, vous voyez, par rapport à ces défis-là, je ne vais pas voter pour ça, hein, ou c'est une archi-minorité qui vote pour ça. La politique s'est faite dans le même renoncement de la possibilité de comprendre, la politique s'est faite style affect passif, c'est-à-dire qu'on promet aux citoyens de donner plus de chocolat que l'autre. Vous voyez, on dit, avec moi vous aurez moins d'impôts, avec moi vous aurez meilleur transport, avec moi vous aurez, vous comprenez, mais en décontextualisant tout à fait la chose, là où il y a une sorte de deuil, vous voyez, un renoncement à que le fameux citoyen ne vote pas simplement par comment lui il est affecté, mais avec un minimum de compréhension de la complexité du monde. Vous voyez, c'est quand même très simple. Hein, vous imaginez que n'importe quel candidat qui dirait « Je ne veux pas me faire élire par des citoyens qui sont dans une passivité totale. Je veux quand même développer un programme dans lequel je parle pas seulement de comment il est affecté passivement, mais je parle de ce que ce serait le deuxième genre de connaissance, qui est les causes. Hein, c'est un niveau de causalité. Les causes, les effets, on est dans un genre de choses liées. Alors imaginez-vous le discours de quelqu'un qui dirait « Eh bien écoutez, si vous voulez continuer à rouler en bagnole, à vous chauffer en hiver, à mettre la clim en été, à consommer comme vous consommez, eh bien écoutez, alors arrêtez de nous déranger. Vous acceptez qu'on mette des murs autour des pays centraux et qu'on tire aux frontières, parce que la mauvaise découverte qui a fait notre petite humanité, pas il y a très longtemps, hein, et la découverte date de 40 ans, mettons, hein, c'est que le monde n'était pas extensible. Hein? C'est-à-dire que si chaque Chinois avait une mobilette, le monde explose à la minute qui suit. Vous voyez, et ça, c'était une très mauvaise nouvelle pour la gauche, surtout parce que la gauche pensait que le programme de gauche, héritier de la pensée de Marx aussi, hein, que Marx n'est pour rien dans ça, parce qu'effectivement, le monde de Marx est un monde en pleine expansion, n'est-ce pas? Mais la pensée de gauche étant, on fait de la croissance, on développe les moyens de production, et après on change les rapports de production, c'est-à-dire qu'après la justice. Et aujourd'hui on dit, si pour que la justice arrive, il faut une croissance capable de donner accès de tout à tous, c'est la fin. Oui. Donc, un candidat qui dit ça, qui dit, écoutez, il va falloir un peu de sobriété, il va falloir renoncer à certaines choses, ces candidats-là, il y a sa maman qui va les voter, c'est tout, vous comprenez? Donc, il faut encore, c'est là où ça se réalimente, cette position d'impuissance qui dit, le monde est là-bas, moi je ne peux que les subir passivement et essayer que les prochains coups, comme ça, ne me fauchent pas moi. Vous voyez? Qui est un peu la position de presque tout le monde dans le monde du travail, dans la santé, c'est-à-dire de dire, bon, la pollution est partout, le chômage est partout, et on dit, bon, tout ce que je peux espérer, c'est que moi et mes enfants, et voilà, c'est-à-dire que le prochain coup de fauche ne me fauche pas moi. Voyez. Alors, l'idée de ces lieux, de ces laboratoires sociaux, comme nous les appelons, est l'idée de se dire, nous, on va essayer d'arriver non pas à une vulgarisation des problèmes, c'est-à-dire non pas expliquer à des gens des trucs très complexes pour qu'il y ait une approche de la chose. L'idée, c'est l'hypothèse lourde, qui est une hypothèse anthropologique, avec, je la partage pour dire quand même la chose,
avec quelques autres chercheurs du CREA, hein, le Centre de recherche appliquée en épistémologie, hein, qui fonctionne, bon, et comme Giuseppe Long, comme Jean-Michel Besnier, pour nommer aussi, pour que vous voyez un tout petit peu leurs travaux, que c'est très intéressant. L'hypothèse lourde sur laquelle nous travaillons est l'hypothèse, effectivement, d'après laquelle, au fait, comme je disais tout au début, au fait, mis à part chaque dimension d'activité, l'art, la production, je sais pas, la vie de production, la recherche, l'amour, toutes les dimensions des activités des hommes et des femmes, mis à part ce qui est propre à l'activité, notre hypothèse de travail est que derrière ces activités très diverses et incompréhensibles d'une à l'autre, existe un socle commun, que c'est ce qu'on appelle le socle épocal, le socle de l'époque, que lui, il est accessible à tout le monde à travers un travail, mais que ce travail-là réside dans le fait de comprendre, pour le dire avec une phrase, mais vous me dites, c'est pas clair, je reviens, peu importe. Il s'agit de comprendre le monde à travers l'hypothèse de dire, mais comment le monde se manifeste dans mon quotidien. Vous comprenez? C'est-à-dire, on inverse, bien entendu que ça c'est tout un programme qu'on va développer ici, non? C'est-à-dire, c'est pas, c'est pour présenter de la façon la plus claire possible le début, mais on inverse l'idée de dire comment quelqu'un peut, lui, comprendre les différentes dimensions. L'hypothèse épistémologique, anthropologique et scientifique, parce que vraiment c'est une hypothèse très très lourde sur laquelle travaillent beaucoup de gens depuis très longtemps quand même. Hein. L'hypothèse est de dire, au fait, ce que nous considérons, ce que normalement on appelle la globalité, le global, à vrai dire, n'existe pas quelque part le global. Ce qui existe, c'est dans chaque singularité, un mode de manifestation de cette globalité-là. C'est plus ou moins compréhensible, ça. C'est-à-dire que si je vais comprendre quelque chose de ce qu'entre guillemets on appellerait le monde, plutôt que courir à droite à gauche pour comprendre différentes dimensions, glaner des informations de différents niveaux, etc., ça c'est très intéressant à faire. Mais après, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir investiguer, pouvoir rechercher comment, dans ce qui constitue ma vie concrète, ces mondes-là se manifestent. Si cette proposition, d'un point de vue, effectivement, je ne vous demande pas ni d'être d'accord ni pas être d'accord, la question c'est juste si c'est plus ou moins compréhensible. Si ceci est compréhensible, vous comprendrez aussi alors quel est notre mode de travail, parce que notre mode de travail, qui est un mode, comme vous comprenez, qui articule la recherche et un désir d'engagement qui regarde la possibilité d'agir quand même, non? De sortir de l'impuissance, implique le fait de dire finalement, toute personne a accès et est porteur d'une certaine quantité d'informations sur le monde. Sauf que cette information-là, la plupart des gens ne l'ont pas de façon manifeste. C'est un tout petit peu ce que Michel Foucault, pour celles qui connaissent, appelait les savoirs assujettis. Ça veut dire quoi, les savoirs assujettis? C'est tout ce savoir, parce que chez Michel Foucault, ça reste un peu à niveau de la conscience connue. Alors, mais commençons par ce niveau-là, après vous verrez, c'est pas exactement ce que nous voulons dire, mais bon. Ce que Michel Foucault dit de façon un peu plus simple, de ce point de vue-là, c'est de dire, il existe deux types de savoirs. Un savoir académique, un savoir comme ça valorisé, etc. Et un savoir assujetti.
Alors, par exemple, l'exemple comme ça, le plus bête que je connais dans le monde médical, c'est par exemple qu'est-ce qui se passe avec les accouchements les nuits de pleine lune. Vous voyez? Bon. Si vous demandez au professeur d'obstétrice, monsieur le professeur, est-ce que la nuit de pleine lune, il n'y a plus d'accouchement, il vous regarde, il dit, mais mon pauvre idiot, vous croyez ça? Si vous allez à une maternité une nuit de pleine lune, vous risquez pas de trouver la sage-femme dans la salle de café, vous voyez, parce que les nuits de pleine lune, on accouche. Or, comme le formatage académicien qui obéit à certaines règles, etc., qui ne sont pas idiotes du tout, mais comme ce formatage-là ne peut pas incorporer les savoirs populaires là en question, il l'invalide. Vous voyez? C'est un mode de fonctionnement de la science occidentale, c'est-à-dire, vous savez, c'est ce que Goethe parle dans sa théorie des couleurs, c'est-à-dire comment quand la chimie apparaît, on va considérer que tout ce qui regardait l'alchimie est absolument obsolète et fini, n'est-ce pas? Mais non pas parce que vraiment tous les processus dont l'alchimie parlait et auxquels en partie l'alchimie avait accès étaient inopérants ou délirants ou stupides. Non, simplement que parce que, étant donné les modes de modélisation des sciences occidentales, la chimie, les savoirs de la chimie ne sont pas incorporables. Donc, ce qui va expliquer Foucault, c'est qu'il existe dans la société un tas de savoirs non nobles et les savoirs nobles. Ce que nous disons, c'est un peu plus loin, c'est-à-dire c'est un peu plus compliqué, disons. C'est qu'à vrai dire, nous ne parlons pas des savoirs simplement assujettis, parce que finalement, les savoirs assujettis sont assez facilement accessibles, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un peut agir par rapport à ce qu'il croit ou par rapport à ce que sa grand-mère lui a dit, etc. Et il n'est pas obligé d'agir par rapport au soi-disant savoir scientifique. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font la plupart de nos contemporains. C'est-à-dire nos contemporains agissent après, ils lisent l'horoscope, ils ne passent pas sous une échelle, s'il y a un chat noir qui croise, vous voyez, tous ces savoirs-là, je ne sais rien, tous les savoirs irrationnels que nous avons et qu'on agit d'une façon très irrationnelle, on y reviendra, non? Et donc ces savoirs-là sont pour le bien ou pour le mal disponibles. Ce dont nous parlons dans la recherche, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans le sens de dire quelqu'un qui habite aujourd'hui, par exemple, en Patagonie, chez moi en Argentine, est porteur de, entre guillemets, un savoir sur le trou dans la couche d'ozone. Vous savez ou vous ne savez pas, les trous dans la couche d'ozone, que d'après Allègre n'existe pas, bon, il n'existe pas, mais il est sur la Patagonie. Et au fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un développement exponentiel des cancers de peau, entre autres, mais déjà des cancers de peau, parce qu'effectivement, la couche d'ozone qui protège certains rayonnements nocifs ne remplit pas sa fonction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un indien mapuche chez les dermatologues avec des tumeurs. Il arrive 2, 3, 4 et 5 indiens mapuche, qui sont ceux qui habitent la Patagonie, non? Mais à part un chanteur français qui a viré des Indiens, je vous dis comme ça à l'air de rien, hein, qui a viré des Indiens pour avoir une grande propriété terrienne. Je ne me souviens pas quoi ça s'appelle. Florent Pagny. Et en plus, du coup, le pauvre, il a la Patagonie, mais il n'y a pas de cancer de la peau parce qu'il habite à Paris. Hein. En tant que les Indiens, voilà. Alors donc, si moi je suis dermatologue, à un moment donné, ces Indiens-là qui arrivent de façon étonnante, statistiquement parlant, non, avec des cancers de la peau, eh bien, ils me donnent une information, si je veux bien la lire, sur la couche d'ozone. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas, quand on dit le monde se manifeste, ou des phénomènes du monde, pour dire comme ça, se manifestent localement
et ils sont lisibles localement, on n'est pas en train de dire d'une façon comme ça, comme c'est très courant, vous voyez, de brosser la bête dans le sens du poil, de dire tout le monde connaît tout, on va décider des choses, on lève la main. Pas du tout. On est en train de dire, si nous savons chercher, si nous nous donnons les moyens, nous comprenons des phénomènes globaux, pour dire comme ça, localement, parce que nous voyons comment, localement, les gens, les bêtes, les fleuves, les plantes, comment localement, ces mondes-là se manifestent. Alors, bon, l'idée, c'est un tout petit peu que cette recherche-là, nous pouvons la faire dans plusieurs modes, plusieurs dimensions, mais ce n'est pas infini. L'idée de comment ces mondes, avec ces problématiques, ces défis, se manifestent, nous pouvons la faire et nous essayons de la faire, mais ce n'est pas facile. En science, ce n'est pas facile parce que en biologie, par exemple, si vous faites des transgéniques, des OGM, ben effectivement, vous avez des crédits. Si vous travaillez sur les cellules souches, vous avez des crédits. Si vous travaillez sur l'influence des différentes pollutions, des différents, sur les populations locales, comme par hasard, vous n'avez pas un rond. Bon, mon laboratoire n'a pas un rond, par exemple. Donc la vérité, c'est que c'est possible de chercher d'un point de vue scientifique, c'est possible aussi de chercher d'un point de vue artistique. Vous voyez, pourquoi? Parce que notre hypothèse, et pourquoi nous sommes dans un théâtre, est que dans les formes théâtrales, artistiques, plastiques, musicales, dans ces formes-là, dans ce qu'un metteur en scène, un écrivain de théâtre, travaille, loin de se manifester leur intime génie individuel qui vient de que, voilà, quand ils, voilà, donc vous êtes génial quand même. Voilà. Si vraiment du génie il y a, le génie consiste à se laisser traverser par l'époque. Vous voyez? C'est-à-dire que le génie du scientifique ne sera pas de chercher ce qu'il veut de façon capricieuse ou ce qu'il paye. Le génie scientifique sera se laisser traverser par les questions qui s'imposent. Le génie du metteur en scène, de l'artiste, du plasticien, du musicien, sera justement de prêter son corps, prêter sa tête, prêter son corps, son quotidien, aux questions qui s'imposent. Il y a une hypothèse sous la forme d'une phrase de Nietzsche qui dit exactement ça, qui dit « Penser, ce n'est pas penser de façon arbitraire ce que je veux, mais penser ce qui se donne à penser. » Vous voyez, il y a cette idée de qu'il y a quelque chose qui se donne à penser. Quand nous travaillons les concepts d'époque, et c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps dans ces différentes dimensions, on trouve avec surprise que, par exemple, même des choses qui semblent très intimes, ou peut-être surtout les choses qui semblent très intimes, ils sont, quand on l'étudie depuis le point de vue du socle épocal, absolument façonnés, sculptés, surdéterminés par l'époque. C'est comme ça que, par exemple, on a travaillé avec un philosophe argentin, Dardo Scavino, on a publié un bouquin, bon, on a fait d'autres choses, sur la question de l'amour. En France, il existe un historien un peu pas très bien vu par l'Académie, Rougemont s'appelait, qui a commencé ces travaux-là qui s'appellent L'amour en Occident. Après, Duby et d'autres historiens ils ont développé ces travaux-là, qui disent quoi? Qu'ils disent qu'à vrai dire, même les sentiments qu'on dirait mais tellement intimes, tellement singuliers, qui est ma passion amoureuse envers l'autre, eh bien, même ces sentiments-là sont absolument sculptés, façonnés, limités, formatés par l'époque. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est, quand on lance un type de laboratoire comme ça, c'est de dire, bon, voilà, dans un théâtre,
on va essayer d'abord de comprendre ensemble les quelques points qui nous permettent de comprendre quels sont les défis de l'époque, en parlant à niveau épocal. Donc, on va sauter d'une dimension à l'autre du fait que, voilà, ce sont les dimensions que je connais un tout petit peu pour les travailler. Alors, ce n'est pas toutes les dimensions. Je connais la biologie, la psy, vous voyez, la philosophie, l'anthropologie. Bon. On va naviguer dans ça. Et avec Cosi et Nicolas, et avec vous, on va essayer de créer ce fonctionnement ensemble dans lequel petit à petit on essaye de travailler ça par rapport aux formes théâtrales, aux formes artistiques en général. Et là, à ce point-là, ce que je voudrais commencer à faire, bon, je dis simplement un petit détail, dans les réunions intermédiaires, il y aura les modes de travail que Agnès a présenté un peu, c'est comme ça, il y a un blabla que moi je fais, dans lequel j'essaie d'avancer dans cette question-là. Ce que je peux vous dire comme information, c'est que j'ai un mode d'exposition qui n'est pas un mode professoral, mais plutôt de chercheur, c'est-à-dire que je raconte des trucs de façon spiralaire, c'est-à-dire que je reviens, j'ajoute un truc et je reviens, j'ajoute un truc et je reviens, vous voyez, donc il y a, vous voyez, c'est comme dans une sorte de manège qui se développe, si vous ne l'avez pas vu au premier tour, vous le verrez au deuxième tour, vous voyez, etc., non? Mais l'idée, c'est qu'il y a une réunion intermédiaire dans laquelle vous êtes invité à venir pour essayer de dire qu'est-ce que ça a évoqué, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, et peut-être surtout, à quoi on vous invite, c'est quelque chose qui est difficile, prime abord, c'est de dire ce qui est absolument pas compréhensible, c'est que vraiment ça ne vous parle pas du tout, parce que justement, nous pensons que dans la non-compréhension d'un concept, dans la non-compréhension d'un exemple, il n'y a pas la bêtise, il y a un savoir qui ne se dit pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand la maîtresse d'école enseigne quelque chose, malheureusement, elle va considérer que si Pierre ne comprend pas tel théorème mathématique, c'est parce que Pierre, bon, il est un peu bête, ou je sais pas quoi. L'hypothèse plus sérieuse et plus complexe, et à mon avis plus légitime, c'est de dire, si quelqu'un ne comprend vraiment pas, il suffit qu'il prête attention, bien entendu, non, parce que Pierre peut être en train de rêver, mais si Pierre ne comprend pas, dans cette non-compréhension, il n'y a pas un problème de communication, il y a un problème, et ça l'hypothèse qu'on va développer, mais l'hypothèse est que son expérience de vie, son savoir non codifié, non systématisé, fait que quelque chose ne coïncide pas, voyez, et qu'à nous intéresse. J'espère que c'est compréhensible ça. Ça veut dire qu'on a besoin que majoritairement les gens ne comprennent pas en fait, pour pouvoir avancer. Non, pas à ces points-là, c'est-à-dire si vraiment personne ne comprend rien, on arrête là. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'expérience fonctionne, pour que ça fonctionne, il faut qu'au moins une minorité parmi vous ait envie et le désir d'avancer ensemble. Et ces désirs-là, vous savez, contrairement à ce qu'on croit en général que les désirs c'est tout, vous savez, les désirs c'est la base de commencer à travailler. C'est quelque chose comme ça, une petite parenthèse épocale, non? Hein? Parce que vous savez, c'est-à-dire, moi j'ai derrière moi plus de 25 ans de travail clinique en psychiatrie, en psychanalyse, en psychothérapie, en psy, voilà. J'essaie de faire le moins possible des cliniques et le plus possible des recherches, mais je continue à faire de la clinique. Bon, le travers de plus en plus principal de notre époque est cette idée magique de l'instantanéité. Non? L'instantanéité, vous savez, tout pousse à l'instantanéité dans notre monde. Et alors, l'instantanéité dit, je regarde Marie, je désire Marie, si par hasard, ou par myopie, Marie me désire,
Tout roule. Et ça, on appelle désir. Et alors, bien, effectivement, le patient, parce que, bon, à force, après je vais faire des petits dessins là. Le patient, parce qu'à force, je ne parle plus d'humains, je parle des patients. Sinon, j'ai travaillé très longtemps en éthologie, vous savez, j'ai travaillé avec des pigeons, des fourmis, je travaille beaucoup avec des fourmis. C'est très agréable de travailler avec les fourmis. Ce sont je sais pas, sont des êtres beaucoup plus compréhensibles comme ça que les humains. Et surtout, elles ne sont pas au courant que vous travaillez avec. Alors donc, les patients arrivent et ils vous disent « J'ai trouvé Marie ». Ah, ouais, d'accord. Et alors, d'abord, effectivement, vous savez ce qu'on appelle le coup de foudre. J'ai trouvé Marie. Et alors, Marie, elle correspond absolument et magiquement à tout ce que je désirais. Effectivement, cette époque-là, c'est l'époque dans laquelle des maris, tu n'as aucune idée. Marie, c'est une sorte de gestalt qui correspond à ton fantasme et dont tu projettes tous tes trucs. Et alors, il se passe un jour, 2 jours, 10 jours, un mois dans le cas des relations très longues. Et tout d'un coup, Marie commence à émerger derrière l'écran de projection, vous voyez, comme ça. Alors l'autre, il dit, ah merde, là, je vais les dénoncer à l'Office de défense des consommateurs, parce que Marie, c'était pas ça. Non. Et après, Marie, plop, de l'autre côté, vous voyez, c'est comme un écran, comme ça, plop, plop, ça émerge comme ça, des trucs. Et, horreur de horreur, Marie apparaît. Et alors, c'est la deuxième étape de l'amour en Occident, pas des Rougemont, l'amour postmoderne. Je suis très déçu avec Marie. Effectivement, parce que Marie refuse d'être un écran de projection et l'autre icône se manifeste, quoi. C'est-à-dire, elle avait qu'à accepter mes projections. Bon. Et alors, cette idiotie-là, que j'ai travaillé, pour ceux qui connaissent, j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec Francisco Varela en neurophysiologie. En neurophysiologie, on appelle ça une sorte de cascade multiple de neuromédiateurs dans lesquels, effectivement, vous faites des économies par rapport à votre dealer, parce que vous baignez dans des neuromédiateurs comme ça, que ça donne une sorte d'état magnifique. Et effectivement, vous imaginez quand la pauvre Marie se manifeste, elle n'est absolument pas en mesure du tout, de provoquer cet état comme ça magnifique dû aux molécules, les neuromédiateurs, comme ça, voilà. Et Marie se manifeste et vous êtes déçus et c'est comment c'est le problème. Alors, à vrai dire, d'un point de vue philosophique, nous appelons désir à tout ce qui commence après les films. Non? C'est-à-dire le boulot. C'est-à-dire, effectivement, si quelque chose te fait appel de phare chez Marie, tu attends que les neuromédiateurs se calment et après tu vois, puisque quelque chose qu'on pourrait appeler sans honte le destin a fait qu'on se croise, après on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et le boulot commence, parce qu'on nomme désir d'un point de vue philosophique à tenir sur ces croisements plus ou moins arbitraires. Vous savez, l'idée de Cupidon, elle n'est pas idiote, effectivement, ça te tombe sur la tête, quoi. C'est-à-dire, c'est Marie, quoi, voilà, c'est Marie. Et alors, ça te tombe sur la tête. Alors, soit il y a eu erreur sur la personne et ciao, soit si tu restes avec Marie, n'attends surtout pas la continuation du cocktail. Non? Et tu t'apprêtes à connaître les possibles avec Marie. C'est-à-dire que ta vie a changé et tu explores les possibles. Explorer les possibles, c'est exactement la seule façon qu'on peut nommer le désir qui peut animer un travail comme le nôtre. Vous voyez? C'est-à-dire, la question, ce n'est pas de dire « Oh, c'est très intéressant ». Moi, je pense effectivement que c'est très intéressant. Mais ce n'est pas ça. Ce que nous vous demandons, au moins une partie d'entre vous, c'est vraiment que ce ne soit pas seulement intéressant, mais désirable. Et désirable dans le sens de, eh bien, si là, il y a une accroche, il faut essayer de se mettre au boulot ensemble. Il faut essayer d'approfondir, de travailler.
Dans ce sens-là, effectivement, les réunions intermédiaires sont le lieu de métabolisation. Et par rapport au mode de travail très concret, dans les réunions intermédiaires, il faut essayer de voir chacun à quoi s'associe, ça les renvoie, etc. Mais ce n'est pas café du commerce, c'est pas chacun parle comme il veut. Sinon, essayez de dire ça me renvoie à ci ou ça, ou par rapport à tel bouquin, par rapport à tel film, ou ça, je n'ai pas compris du tout, ou ça, je pense que c'est aberrant. Bon, bref, travailler. La première partie du prochain séminaire théorique avec moi. Et pour commencer à créer une synergie. De la même façon, par rapport au travail de Cossi et Nicolas, nous, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble pour préparer ça. Alors, ils participent à la recherche avec leur façon de penser, vous voyez, avec leur façon de penser le monde, de sentir le monde. Et dans les ateliers théâtre, dans les ateliers qu'ils vont coordonner, et la question c'est de, parfois sans comprendre pourquoi, pouvoir proposer des formes, de dire je vois ça comme ça, vous comprenez? Et petit à petit, essayer de voir comment dans un dialogue entre les formes et les hypothèses plus conceptuelles, nous pouvons avancer. Avancer dans cette recherche qu'on va essayer de comprendre petit à petit. Alors, avant, là, je vais passer à la première partie d'explication des hypothèses de ce qu'on appelle l'époque, notre époque, etc. Comme ça ne fonctionne pas la technique, je vais faire des dessins. Mais peut-être par rapport à cette première partie, j'aimerais bien si dans l'équipe, dans la salle, quelqu'un veut poser une question, demander une accélération, je ne sais pas. Vous devriez donner l'exemple. La question c'est où y a-t-il de l'eau dans ce théâtre, pour ceux qui parlent. Moi, m'avait promis. Et ouais, voilà. C'était ça notre question, excusez-nous. Ah oui, dans n'importe quelle question, le monde se manifeste. Par exemple, dans la question d'Agnès. Ah oui, il est parti, c'est bon. Non, vraiment, est-ce que quelqu'un... est-ce qu'on peut continuer? C'est plus ou moins clair de quoi il s'agit? Est-ce que... Il y aurait comme 3 dimensions, non? Il y aurait l'idée de globalité à comprendre comme globalité. L'idée des individus, quand il s'est réalisé, c'est une série d'individus comme ça, coupés dans les autres, qui ne peuvent pas comprendre. Et un 3e niveau dans lequel on dit, mais peut-être la compréhension de ce qu'on appelle l'époque, elle est à l'intériorité, c'est dans. Pas dedans ça peut être dans l'individu, mais plutôt dans des activités. Une des choses pour vous donner une idée, quand il y a quelques années, j'ai pris la direction de ce laboratoire de biologie fondamentale, la première chose que j'ai fait, c'est pendant quelques mois, c'est-à-dire, en général, je ne suis pas un très grand biologiste qui travaille dans les clonages. Les autres étaient doctorants, alors ils l'affaire, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Mais ils étaient tous très étonnés parce que pendant quelques mois, j'ai parlé d'art contemporain. C'est juste pour l'enregistrement, Miguel. Si tu veux, je peux tenir à la main parce que là, ça va là? C'est parce que c'est enregistré, filmé, et vous pourrez revoir les images sur le blog. Mais du coup, s'il n'y a pas le son, c'est... Mais là, il y a le son avec ça? Je pense. Bon. Sinon, tu prends la main comme tu veux. Hein? Tu prends la main, mais je pense que ça marche. Excusez-moi. Non, mais ça...
La technique ici, elle est vraiment n'importe quoi.